Merci d'être avec nous à la une de l'actualité ce vendredi. Jet de pierre, de cocktails Molotov, attaques au couteau et tirs contre des soldats. Le terrorisme palestinien se poursuit. Plusieurs incidents cette nuit encore. À Vienne, tous les regards tournés ce matin vers l'Iran, invité au sommet sur la crise syrienne. Téhéran signe ainsi son grand retour sur la scène internationale. En France, à 6 semaines des régionales, le FN pour la première fois en tête des intentions de vote. Il talonne de peu la liste de centre-droit. Les socialistes, eux, sont loin derrière. Et puis à la veille de la Coupe du Monde de rugby, les premières conclusions s'imposent. Championnat spectaculaire, tournant vers un rugby plus offensif et puis une sélection naturelle. Selon les continents, on voit ça dans quelques instants. Bienvenue à tous. 4 semaines de violence et la vague terroriste contre Israël se poursuit. Nul ne sait pour combien de temps. Cette nuit, une voiture a été la cible de jets de pierre aux alentours de Jérusalem. Un nourrisson âgé de 8 mois a été visé, mais il s'en sort sans blessure majeure. Quelques heures plus tôt, en Cisjordanie, des soldats israéliens ont été visés par des tirs près de l'implantation d'Ofra, non loin de Hébron, où un soldat a été légèrement blessé plus tôt dans l'après-midi dans un attentat à l'arme blanche. Ce type d'agression contre des soldats israéliens, vous le savez, se sont succédés ces derniers jours dans cette ville aux environs du tombeau des patriarches, site révéré par les musulmans et les juifs. On apprend également que l'armée israélienne pourrait mettre en place des mesures de séparation dans le secteur du Gush Etzion. Voilà, et alors que rien ne semble apaiser donc les esprits, la diplomatie, elle, continue de s'affairer. C'est la Nouvelle-Zélande qui tente cette fois de s'imposer avec une résolution à l'ONU. Le texte a suscité la colère des Israéliens. Pour Jérusalem, cette initiative récompense le terrorisme. Steve Jourdain. Apaiser les violences et relancer le processus de paix. Le projet de résolution néo-zélandais est ambitieux. Organisé en 10 points, le projet est articulé autour de concessions réciproques. L'arrêt des constructions israéliennes dans les territoires contre le renoncement des poursuites palestiniennes devant la Cour pénale internationale. Membre de la CPI depuis avril, l'autorité palestinienne menace régulièrement les dirigeants israéliens de poursuites, notamment pour crimes de guerre. Le texte a été présenté dans la nuit aux membres du Conseil de sécurité. Palestiniens et Israéliens ont également pris connaissance de ces termes. La réponse israélienne ne s'est pas fait attendre. Selon des responsables israéliens, cette initiative est inacceptable car elle aurait pour conséquence d'éviter aux Palestiniens d'entrer dans des négociations bilatérales. Par ailleurs, et comme depuis plusieurs semaines, Israël accuse l'autorité palestinienne d'incitation à la violence et précise qu'une telle résolution viendrait récompenser politiquement ses responsables. Quoi qu'il en soit, un consensus semble difficile à éteindre au Conseil de sécurité. Le simple appel à la fin des violences proposé par la France a été retoqué il y a une dizaine de jours. Et dans ce climat diplomatique tendu, la prise de position démarquée cette fois d'un prince saoudien. Dans une interview à un journal koweïtien, il affirme qu'en cas de nouvelle intifada palestinienne, eh bien son pays devra soutenir Israël, signe peut-être de l'actuelle refonte des alliances au Moyen-Orient. Cyril Amar. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Le célèbre adage s'appliquerait-il à ces déclarations prêtées par un journal koweïtien au prince saoudien Walid Ben Talal? Selon le quotidien Al-Kabas, le prince héritier aurait affirmé qu'il soutiendrait Israël en cas de nouvelle intifada palestinienne, une sortie pro-israélienne plutôt rare dans la bouche d'un dirigeant arabe. Je me rangerai du côté de la nation juive et de ses aspirations démocratiques, dans le cas du déclenchement d'une intifada palestinienne, et j'userai de toute mon influence pour briser les tentatives arabes sinistres visant à condamner Tel Aviv, parce que je considère l'entente israélo-arabe et une future amitié comme nécessaire pour empêcher l'hégémonie dangereuse de l'Iran. Selon le milliardaire saoudien, petit-fils du fondateur de la dynastie des Saouds, le régime des Mollahs jouerait la carte palestinienne pour déstabiliser Riyad. L'ensemble du conflit au Moyen-Orient équivaut, de mon point de vue, à une question de vie ou de mort pour l'Arabie saoudite. Et je sais que les Iraniens cherchent à renverser le régime saoudien en jouant la carte palestinienne. Alliance de circonstances ou amitié durable. En 2013 déjà, les médias israéliens révélaient la tenue d'une réunion secrète en Jordanie entre les chefs des services secrets des deux pays. Dans la foulée, le Sunday Times annonçait que Riyad était disposé à ouvrir son espace aérien aux avions de chasse israéliens pour mener des raids contre les installations nucléaires iraniennes.
Voilà, et en pleine vague de violence et d'efforts diplomatiques, on s'arrête à présent sur la polémique du moment. En Israël, un journal ultra-orthodoxe crée le scandale. Il a publié hier en arabe cette lettre que vous voyez. Elle est adressée directement aux terroristes palestiniens et il leur est demandé de ne pas les prendre pour cible. Drôle d'initiative. Daniel Haïk, pourquoi suscite-t-elle la polémique ? D'abord, effectivement, ça a suscité la polémique jusqu'à ce que le rédacteur en chef de ce journal, Amish Pacha, la famille, se rétracte un petit peu et essaye de dire que en fait, ces propos ont été mal interprétés, mal compris. Cela suscite la polémique parce que, quelque part, d'une certaine manière, ce rédacteur, cet éditorialiste affirme, demande aux Palestiniens, demande aux musulmans, cessez de nous tuer. Nous sommes contre la montée sur le mont du Temple. Essayez peut-être de diriger, sous-entendu, vos attaques vers ceux qui sont favorables à la montée sur le mont du Temple. Et d'une certaine manière, cela reflète, et c'est là le point important, un état d'esprit qui existe dans le monde orthodoxe aujourd'hui en Israël, envers le monde sioniste religieux. Les nationalistes religieux, on accuse dans le monde orthodoxe les nationalistes religieux d'être responsables, presque même directement, de l'actuelle vague de violence, en ayant accentué leur visite au cours des derniers mois sur le mont du Temple et en ayant d'une certaine manière provoqué les musulmans et que presque on pourrait légitimer presque indirectement la révolte et la réponse de cette intifada des couteaux de la part des Palestiniens. Alors en quelques mots, pour qu'on comprenne un petit peu mieux ce qui se joue, pourquoi les ultra-orthodoxes en Israël sont contre cette montée vers le mont Al-Aqsa ? Alors, il faut être précis, ce sont tous les ultra-orthodoxes qui sont contre la montée sur le mont du Temple et également de nombreux sionistes religieux qui sont accusés donc indirectement par les orthodoxes pour des raisons bibliques, pour des raisons de sainteté. On parle du lieu qui est véritablement, à plus d'un sens du terme, le plus saint du judaïsme. À tel point saint, c'est qu'il a conservé une forme de pureté et que pour s'y rendre, eh bien même ceux qui montent sur le mont du Temple, et on n'en parle pas souvent, eh bien se trempent dans un bain rituel avant parce qu'il y a un niveau de pureté à l'intérieur, sur cette esplanade du mont du Temple. Et donc, de la part des rabbins orthodoxes, de la part du grand rabbinat d'Israël et de la part d'une partie importante des rabbins sionistes religieux, cet endroit est saint et tout celui qui n'est pas pur n'a pas le droit d'y rentrer tout simplement. Et donc, ils appellent aux terroristes de ne pas les viser. Drôle d'appel. Est-ce que de manière générale, et c'est ce qui est dit aussi dans cet article, les orthodoxes, l'accoutrement plus visible peut-être, sont plus souvent la cible d'attentats terroristes historiquement en Israël ? Historiquement, c'est difficile à dire, mais en tout cas, dans cette vague de terrorisme qui est liée, qui a un caractère, un paramètre extrêmement religieux, on en a parlé depuis plusieurs semaines, eh bien, effectivement, les cibles visées par les Palestiniens sont en majorité des cibles religieuses, ce sont des ultra-orthodoxes, et aussi, il faut comprendre qu'à Jérusalem, au cours des dernières semaines, les quartiers orthodoxes de Mea Shearim sont très proches de la porte de Damas, et c'est par la porte de Damas que l'on se rend vers le mur occidental et également vers l'esplanade du mont du Temple. Donc tout cela, ce sont des populations imbriquées, c'est logique. Et puis il y a aussi un paramètre important. Il faut comprendre que quelque part le monde orthodoxe, à travers cet éditorial, se démarque un peu de l'État d'Israël. Il ne reconnaît pas véritablement l'État d'Israël. Et puis, et d'une certaine manière, il dit, attendez, ce conflit ne nous concerne pas. Nous sommes dans le monde de l'étude de la Torah. Nous ne sommes pas dans le monde du combat nationaliste. Autre titre de l'actualité, cette question, est-ce que la diplomatie sauvera la Syrie ? À Vienne s'est ouverte une réunion au sommet pour tenter de trouver une sortie de crise à cette guerre qui dure, vous le savez, depuis près de 5 ans. Une guerre qui a fait 250 000 morts et des millions de réfugiés. Au total, une douzaine de délégations sont présentes dans la capitale autrichienne. David Klezewski. Pas de relations diplomatiques officielles, mais toujours un peu plus de contacts. Américains et Iraniens se retrouvent à Vienne pour parler de la Syrie. Discussions internationales qui impliquent de nombreux acteurs, Arabie Saoudite, Turquie, Russie. Tous sont impliqués au premier chef par la terrible guerre civile qui déchire la Syrie. Nous avons les États-Unis, l'Arabie Saoudite et la Turquie d'un côté, et de l'autre côté la Russie et l'Iran, qui travaillent dans une direction totalement différente, militairement aussi. Il est donc crucial que les superpuissances, les États-Unis et la Russie, mais aussi les puissances régionales, travaillent tous ensemble dans la même direction. Le fait que l'Iran soit cette fois ici est un énorme pas en avant dont nous n'aurions pas osé rêver il y a quelques semaines. Pour le cas de l'Iran, désormais fréquentable selon les Occidentaux, c'est la première participation à un rendez-vous de ce genre.
Téhéran avait été absent des 2 conférences de Genève. Lors de la seconde édition en 2014, Ban Ki-moon avait convié l'Iran avant de se rétracter sous la pression des États-Unis. Aujourd'hui, Mohamed Zarif et sa diplomatie ont voix au chapitre. Tout plan de paix devra prévoir une série d'étapes pour mettre un terme à la violence et amener à une solution qui permette le dialogue au sein du peuple syrien ainsi que des différents groupes d'opposition. Pourtant, à ce stade, il manque toujours à la photo 2 acteurs d'importance, le régime syrien lui-même et la plupart des forces d'opposition. Bachar el-Assad est appuyé par l'Iran chiite qui lui apporte un soutien en armes et en argent avec des militaires sur le terrain accompagnés par la milice du Hezbollah. En face, plusieurs forces d'opposition bénéficient de l'aide précieuse des Turcs et des Saoudiens. Un jeu macabre à plusieurs acteurs qui trouvera peut-être une issue dans les pourparlers de Vienne. Ali Oken, notre spécialiste du monde arabe, est-ce que ces discussions vont parvenir à stopper les violences, à arrêter cette guerre en Syrie? Je ne pense pas, Baba, pour 2 raisons principales. La première, c'est que pas tous les partis belligérants se trouvent à Vienne. Les organisations djihadistes ne sont pas directement représentées. C'est vrai que l'Arabie saoudite et certains pays qui soutiennent ces djihadistes sont là. Mais ces derniers mois, on a découvert que ces djihadistes, malgré le fait qu'ils ont des sponsors parmi les pays arabes, ils ont aussi une agenda indépendante qui n'est pas liée aux intérêts des pays. De l'autre côté, le régime n'est pas là. Il est représenté par les Russes, il sera représenté aujourd'hui aussi par les Iraniens, mais il a aussi, lui, son agenda qui n'est pas exactement celle des Russes. Pour le moment, je ne vois pas comment est-ce que ces discussions auront un effet immédiat sur la situation en Syrie. Les protagonistes ne sont pas présents, et puis il faut le rappeler, avant Vienne, il y a eu Genève 1, il y a eu Genève 2, des discussions qui n'ont rien donné. La question centrale, le point de blocage, c'était le départ ou non de Bachar el-Assad du pouvoir en Syrie. Est-ce que ça reste l'élément pivot de cette crise? Ça reste l'élément pivot, pas l'élément unique, mais l'élément pivot sans doute de la crise. Les Russes, et quand je dis le régime a un agenda, malgré le fait qu'il est représenté par les Russes, ne sont pas totalement contre l'idée que Bachar el-Assad un jour doit quitter son poste. Et bien sûr, le régime ne veut pas le départ immédiat de Bachar el-Assad. Mais la question, Barbara, le régime et Bachar el-Assad, c'est un facteur dans cette équation. Est-ce que tous les pays qui sont là sont d'accord sur l'avenir de la Syrie? Est-ce que la Syrie restera un État complet, un État souverain? Quel sera le rôle et la partie des Kurdes dans cette équation? Il y a trop de questions que je ne vois pas comment est-ce que l'Iran et la Turquie, par exemple, le Qatar et l'Égypte se mettront d'accord sur l'avenir de la Syrie. Mais d'intérêt contraire dans cette crise et pour ces participants à ces discussions. Et hasard du calendrier ou non, Nicolas Sarkozy est au même moment à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine, accusé par le gouvernement de mener une diplomatie parallèle. L'ancien président a plaidé à la fois pour un rapprochement avec les Russes, mais sans qu'Assad, justement, ne soit maintenu au pouvoir. On l'écoute. Quelqu'un qui a sur la conscience la mort de 250 000 de ses compatriotes. 250 000. Ne peut pas représenter l'avenir de son pays. Je suis de ceux qui ont toujours dit que la Russie était incontournable pour trouver une issue à la crise syrienne. Et à 6 semaines des élections régionales en France, le Front National, pour la première fois en tête des intentions de vote. Il talonne de peu la liste de centre-droit. Les socialistes, eux, sont loin derrière. Betsabé, vous avez analysé en détail ce sondage. Exactement. Alors, première info à retenir de ce sondage publié hier, donc sondage TNS Sofres One Point pour RTL, Le Figaro et LCI. Eh bien, la droite et le FN seraient au coude à coude au premier tour. En effet, le parti de Marine Le Pen récolte pas moins de 28% des intentions de vote. C'est 1% de plus que la liste commune des Républicains et de l'UDI Modem. Et il faut reconnaître une progression pour le moins fulgurante du Front National. Et ça n'est pas fini chez les jeunes. Les intentions de vote prennent quasiment des allures de plébiscite. 31% des 18 à 24 ans qui choisissent le Front National au premier tour, 32% de la tranche 35 à 49 ans. Et avec cette progression, eh bien, une question, bien sûr. Pourquoi ? Alors, parmi les multiples explications, une qui s'impose. En observant ce sondage, eh bien, Marine Le Pen a un atout de taille. Son parti peut s'appuyer sur un électorat fidèle qui n'a pas bougé, qui reste mobilisé. Si vous prenez les électeurs qu'il avait choisis lors de l'élection présidentielle de 2012,
9 sur 10 restent fidèles à leur vote, ce qui n'est pas le cas pour Hollande. Pour lui, 6 sur 10 seulement qui lui restent fidèles. Alors justement, c'est la deuxième info qu'on retient de ce sondage. Les socialistes sont loin derrière. Exactement, les socialistes à la traîne, 21% des intentions de vote seulement, des socialistes en difficulté. Et puis à l'horizon, eh bien pas vraiment de solution pour les tirer de là. Mardi, alors Manuel Valls a bien essayé timidement de relancer Nicolas Sarkozy, mais rien à faire. Le président des Républicains de son côté n'est pas vraiment convaincu par l'idée d'un front républicain. Quand bien même cette alliance empêcherait, et c'est l'argument du PS, bien sûr, que le FN n'emporte la moindre région aux prochaines élections. Ainsi, le risque pour les socialistes, on l'a compris, c'est de se retrouver au second tour à devoir, eh bien, dans certaines régions au moins, se retirer au profit de la droite, puisqu'en se maintenant, il risque de gêner la droite. Le PS risque ainsi de devoir, avec le risque pour le FN, de remporter une partie du territoire français. Alors d'autant qu'avec une base solide comme celle du Front National, on l'a vu, l'impact de ce genre de sondage, eh bien, en termes de réveil des consciences, reste limité. Voilà, il reste 6 semaines en tout cas au grand parti pour se décider sur un front républicain. En France, toujours, on revient sur ce drame. Au palais de justice de Melun, un avocat a tiré sur le bâtonnier de l'ordre qu'il avait convoqué pour une sanction disciplinaire. Il s'est ensuite donné la mort. La victime est dans un état critique. L'avocat a défendu sa cause lui-même et par les armes. Jeudi matin, le tribunal de Melun a été le théâtre d'un drame lorsque le bâtonnier Enrique Vania a été pris pour cible. Touché à plusieurs reprises dans son bureau, il a été transféré à l'hôpital Henri Mondor de Créteil et ses jours ne sont plus en danger. Actuellement, l'état de santé de notre bâtonnier Enrique Vanier est stable. L'autre confrère qui est décédé, c'est Maître Sipiliti. C'est lui qui a porté effectivement un ou plusieurs coups de feu à notre bâtonnier Enrique Vanier. Joseph Silipetti a tiré plusieurs coups de feu avant de retourner l'arme contre lui, au moment où une audience sans rapport avec le meurtre se tenait de l'autre côté du bâtiment. Ordre a été donné d'interrompre les débats. J'ai vu que ça s'agitait, j'ai vu pas mal de policiers courir, des sirènes, etc. Pour l'ensemble de nos confrères, pour moi-même, et voilà. Puis voilà. On s'attendait à tout sauf à ça, quoi. C'est vraiment une chose dans un palais de justice avec des avocats, c'est plutôt voilà. L'avocat auteur des tirs n'a pas choisi sa cible au hasard. Il avait rendez-vous avec le bâtonnier pour recevoir la notification de sa suspension, dont le motif n'a pas été révélé pour le moment. Mais tout semble indiquer qu'un sérieux conflit idéologique opposait les deux hommes. Dans un texte envoyé au site Riposte Laïque, groupe dont certaines positions sont parfois jugées d'extrême droite, l'avocat avait estimé que l'état de droit en France était une imposture et que le bâtonnier incarnait à lui seul cette défaillance. Un témoignage de 200 pages en forme de testament moral où l'avocat y dénonce des mises à mort financières du fisc dont il dit avoir été le témoin dans sa carrière, mais aussi de nombreuses violences impunies dans les banlieues et plusieurs décisions de justice en tout genre, jamais appliquées. C'est une décision historique. La Chine met fin officiellement à sa politique de l'enfant unique. Alors pourquoi l'avait-elle instaurée? Pourquoi est-elle retirée aujourd'hui? Élément de réponse signé Léa Berdugo. Cette décision était réclamée par de nombreux démographes et économistes. Elle a finalement été adoptée pour répondre au vieillissement de la population. Il s'agit de la fin de la politique de l'enfant unique. Il y a 2 ans, un assouplissement avait déjà été permis par Pékin. Certains Chinois pouvaient avoir 2 enfants si l'un des parents était enfant unique. Cette règle est désormais généralisée pour l'ensemble de la population et elle fait des heureux. Je pense que c'est un changement vraiment positif parce que ce que les gens pensent de la Chine, c'est ça, la politique de l'enfant unique. Et tout le monde pense qu'il n'y a pas de liberté, que les gens n'ont pas les droits qu'ils méritent. Donc c'est une bonne chose. Un enfant unique n'aura personne pour jouer avec lui. Il se sent seul à la maison toute la journée et ne peut rien partager avec personne. La politique de l'enfant unique avait été adoptée à la fin des années 70 pour ralentir une démographie en croissance perpétuelle, mais elle a eu pour effet d'accélérer le vieillissement de la population. Autre conséquence, un déséquilibre des sexes, beaucoup de familles préférant garder des garçons. On compte 116 garçons pour 100 filles. Résultat, de nombreux Chinois sont dans l'impossibilité de trouver une femme. À Pékin, certains accueillent la nouvelle avec indifférence. Il y a des bons et des mauvais côtés à cette mesure. Pour ceux d'entre nous qui n'aiment pas trop les enfants, ce n'est pas une super nouvelle. C'est trop cher d'élever des enfants en Chine. Je ne gagne pas assez d'argent. De leur côté, les associations des droits de l'homme rappellent que malgré cette abolition, d'autres politiques demeurent, comme les stérilisations et les avortements forcés.
Un mot de sport à la veille de la Coupe du Monde de rugby. Eh bien, les premières conclusions s'imposent. Et oui, championnat plutôt spectaculaire, tournant vers un rugby plus offensif et puis une sélection naturelle selon les continents. Rudy, on va tirer le bilan avec vous, mais avant cela, la finale, c'est demain soir. Ah oui, le choc des titans attendu pour demain soir à Twickenham. Ça sera à 17h heure de Paris, 18h heure de Tel Aviv. Ça sera le 150e affrontement entre ces deux meilleurs ennemis. C'est un petit peu la France et l'Angleterre pour l'hémisphère sud. Alors les All Blacks partent favoris pour conserver leur couronne, mais attention, historiquement les Blacks ont l'avantage sur le nombre de victoires au total, mais ils ont perdu 2 fois sur 3 dans un mondial face aux Wallabies. Ça veut dire que le match de demain reste plus ouvert que jamais. Les All Blacks se méfient des Australiens très combatifs et très rageurs. Je vous propose d'écouter l'arrière d'All Blacks, Ben Smith. On essaye de se préparer du mieux qu'on peut afin d'être prêt d'ici samedi, pour ne pas laisser à ces gars trop d'opportunités parce qu'ils sont dangereux. Donc pour nous, il s'agit de regarder comment on peut jouer notre jeu tout en limitant des gars comme Adam Ashley Cooper. Voilà, et puis, côté des Blacks, tous les regards seront tournés vers celui qu'on appelle le nouveau Jonah Lomu. Il s'appelle Julian Savea, 1m92 pour 105 kg, un beau bébé qui a déjà inscrit 8 essais en 5 matchs et qui pourrait donc battre un record et surtout mener les Blacks à la victoire. Voilà, choc des titans demain soir. Alors on parlait d'un bilan. Les conclusions de cette Coupe du Monde, pour vous, quelles sont-elles? C'est la banqueroute, tout le monde l'a dit, la banqueroute de l'hémisphère nord par rapport à l'hémisphère sud. L'Angleterre, qui est pourtant organisatrice de l'événement, qui avait tout fait pour bien le préparer, ne s'est même pas qualifiée pour les quarts de finale. La France a été étrillée comme jamais par les All Blacks, 62 à 13. Et puis on a vu un fossé physique, un fossé tactique entre le nord et le sud, avec par exemple une équipe d'Argentine qui depuis quelques années joue avec les équipes du sud, et bien qui s'est hissée en demi-finale, laissant tous les pays du nord sur le carreau. Le dernier carré était uniquement de l'hémisphère sud. Alors comment on explique cette déroute des pays du nord? Alors, dans le rugby français, dans le rugby européen, les polémiques sont vives et les explications sont très très nombreuses. Mais pour simplifier, on va dire que les fédérations du Nord privilégient en fait leur championnat pour avoir des championnats spectaculaires et rémunérateurs et donc misent tout sur leur championnat, alors que l'hémisphère sud juge sur les équipes nationales. Le meilleur exemple, c'est celui de la France. On a un très bon championnat, on a Toulon champion d'Europe, mais on a en fait le fait d'avoir plein de stars dans nos équipes, plein de stars internationales, fait que on n'arrive pas à faire éclore les jeunes pousses françaises. Donc le rugby français et le rugby européen va se remettre en question suite à cette Coupe du Monde. On l'espère. L'actualité de la semaine, tout en dessin, c'est avec vous, Michel Kishka. C'est tous les vendredis. On démarre par un des événements marquants de la semaine en Israël. Ce sont les commémorations pour les 20 ans de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Oui, il va y avoir un grand rassemblement demain soir à Tel Aviv qui va marquer finalement les 20 ans. Ce n'est pas une manif, c'est un rassemblement. Il y a des petites nuances. Bill Clinton, il y aura aussi le président de l'État d'Israël. Ouais. Il y aura vraiment des hauts représentants. Et c'est vrai qu'à la télévision israélienne, en tout cas pour ceux qui la suivent, toute la semaine a été faite de reportages, de documentaires et d'interviews qui ont évoqué Rabin, qui ont évoqué sa route, et aussi qui a rappelé les conditions dans lesquelles l'assassinat a eu lieu. Et j'ai décidé de faire un petit dessin quand même d'un angle un peu différent. Ce petit garçon qui dit qu'en fait, à l'école, la maîtresse n'est pas parvenue à parler de Rabin parce qu'elle a fondu en larmes. C'est vrai que je pense que l'histoire d'Israël, finalement, quand on la regardera avec un peu plus de recul, il y aura quand même 2 phases de l'État d'Israël depuis sa création. Il y aura avant l'assassinat et après l'assassinat. Je pense que ça a été quelque chose de très fort qui a marqué un changement dans lequel on se trouve. Et on pourra en juger un peu mieux et un peu plus objectivement peut-être. Pour le moment, c'est encore terriblement affectif, mais c'est aussi une réalité dure dans laquelle on vit. On est sûr que la réalité aurait été différente s'il avait été en vie. On ne sait pas si on aurait eu la paix, mais le pays s'est beaucoup droitisé et la confrontation israélo-palestinienne est pire qu'elle n'a jamais été, en tout cas à mon sens. Et on le voit en ce moment, en ces jours-ci. Puis en France, on a marqué cette semaine un autre anniversaire, les 10 ans de la crise des banlieues. On s'en souvient, 3 semaines d'émeutes, d'état d'urgence dans tout le pays. C'est vrai, quand on voyait les images de ce qui se passait à Clichy-sous-Bois à l'époque, ici, sur les chaînes israéliennes, on était tous avec la mémoire de l'intifada qu'on avait eue et on se demandait comment ça allait se développer et où ça allait. Et finalement, cette commémoration, elle a été marquée dans les médias français par l'émergence en fait de 2 petits jeunes, Mehdi et Badrou, qui avaient 13 ans à l'époque
et qui sont devenus des jeunes, ils ont 23 ans aujourd'hui, ils viennent d'éditer un livre à 4 mains qui s'appelle Burnout et qui raconte l'histoire de ce qu'on appelle les banlieues, mais ça s'appelle aussi la cité. Ouais. Et aussi un documentaire qui s'appelle Quand il a fallu partir. J'ai trouvé leurs interviews très intéressantes. Et c'est une manière différente, enfin, de parler des cités, parce que des cités, c'est tellement stigmatisé, on n'en parle que d'une manière négative, et finalement, ce sont des jeunes qui sont parvenus à s'élever par rapport à leurs propres conditions, et grâce justement à leur amour de la littérature et des médias. C'est intéressant, je trouve, comme démarche, et j'espère qu'ils vont être un exemple pour la génération des jeunes des cités. Mehdi et Badrou. Badrou, oui, c'est que leur prénom. Hein. Voilà. Dernier grand titre, oui. évidemment, qui nous a agité toute la semaine, c'est cette psychose autour de la viande rouge après un rapport choc de l'OMS. Oui. Alors moi, ce sont des choses qui me font beaucoup sourire, parce que d'abord, j'ai une femme nutritionniste, et que toutes les semaines, on vous annonce que quelque chose de nouveau est bon pour la santé. La semaine d'après, c'est mauvais pour la santé, c'est cancérogène, c'est ceci, c'est ça. Alors c'est sûr qu'il y a une espèce de psychose tout d'un coup, et même un acharnement, que ça doit sûrement faire plaisir à tous les végétariens et les végétaliens de savoir que c'est tellement mauvais. Et puis la semaine prochaine, on vous apprendra que sans viande rouge, il n'y a pas moyen de développer l'intelligence d'un bébé. Donc finalement, pour rire un peu de tout ça, j'ai fait ce dessin où finalement le garçon lui propose un steak bleu puisque le rouge est déjà proscrit. Très bien. Merci pour votre œil sur l'actualité, Michel. Et avant de se quitter pour un nouveau journal, cette question: que se passe-t-il dans le milieu de la haute couture? En quelques semaines, 2 des créateurs des grandes maisons françaises, Dior et Lanvin, ont quitté leur poste. Les raisons de ces départs restent floues. Julia Galancia. Albert Elbaz chez Lanvin, c'est désormais terminé. La maison de couture annonce la fin de sa collaboration avec son directeur artistique après 14 ans de bons et loyaux services. Cette union a été longue et particulièrement fructueuse. Avec sa silhouette ronde, son éternel nœud papillon et son sens de l'humour, le designer né au Maroc et élevé en Israël a su se faire une place à part dans l'univers très fermé de la mode. Couleurs vives, sequins et dentelles, la dernière collection d'Albert Elbaz pour Lanvin avait été présentée à la Fashion Week de Paris en septembre dernier. J'ai découvert une fois de plus le process de make des habits. Ça veut dire de travailler autour du corps, c'est de travailler sur le corps, c'est de travailler dans des ateliers avec des couturières, avec des fils qu'il oublie et qui laissent comme un sort d'un parfum humain sur une robe. Sa recette rencontre vite le succès. La maison de couture fondée en 1889 et rachetée en plein déficit en 2001 par la taïwanaise Cho Lan Vang redevient bénéficiaire en 2007. En 2010, le succès de sa collection en collaboration avec H&M montre aussi qu'il avait un fan club qui dépassait largement les frontières du luxe. Mais cette histoire d'amour s'achève aujourd'hui après quelques rumeurs de froid entre le designer et la propriétaire taïwanaise. D'autres rapportent que la maison serait à vendre. L'automne 2015 est décidément la saison des grands bouleversements dans l'industrie du luxe. Jeudi dernier, le créateur belge Raf Simons créait la surprise en annonçant qu'il quittait la maison Dior. Il n'en fallait pas plus pour que certains voient déjà M. Elbaz lui succéder chez Christian Dior. À 54 ans, le très discret créateur pourrait endosser un tel costume, mais pour l'instant, le mystère est insondable. À suivre dans le morning, l'actu média de la semaine. TF1, un nouveau patron, France 2, où Monsieur Météo veut sauver sa peau. On vous dit tout ça après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Nathalie Nagar. Retour sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous, bienvenue. Si vous nous rejoignez, on est vendredi, on passe en revue l'actu média de la semaine, toutes les infos qu'il ne fallait pas manquer, l'info incontournable. Rudy, c'est TF1 qui a un nouveau patron, Gilles Pélisson, et d'énormes chantiers devant lui. Oui, je vous en parlais en début de semaine, et donc c'est désormais officiel. Depuis mercredi, le conseil de surveillance de Bouygues a confirmé Gilles Pélisson, donc, qui succédera en février prochain à Nonce Paolini à la tête de TF1, à la tête du groupe. C'est un poste clé dans l'audiovisuel français et donc ça mérite bien un mini portrait de Gilles Pélisson. Il a 58 ans, c'est le neveu de Gérard Pélisson qui lui a fondé le groupe Accor. C'est d'ailleurs dans ce groupe qu'il a été également PDG. Il est diplômé de l'ESSEC, d'Harvard, il a dirigé Euro Disney et Bouygues Télécom. C'est un proche de la famille Bouygues et pour lui TF1 c'était un vieux rêve. À l'élection précédente, il était aussi candidat pour prendre le poste face à Nonce Paolini. Et bien cette fois c'est son tour. Alors effectivement on dit de lui que c'est un homme
de réseau qui sait apparaître sympathique, soigner ses relations, des qualités qui lui seront justement utiles pour faire face à ces nouveaux défis de TF1. Donc voilà, pour ce CV assez impressionnant, et puis on l'a dit, beaucoup de chantiers, des défis de taille. Hein. Oui, alors depuis mercredi, nombreux sont les articles de presse qui lui listent en fait la somme de travail. Alors ça va de 3 chantiers à 10 chantiers. Le résumé le plus pertinent, eh bien on le doit au Monde qui en 4 chiffres a résumé ces défis. Il y a déjà les chiffres d'audience, 21%, c'est la baisse de l'audience de TF1. Imaginez qu'en 1988, c'était 41% de part de marché. Évidemment, érosion due à la TNT. Autre chiffre, 8,5%, c'est le chiffre de perte de LCI, sa chaîne info, qui a du mal à vivre sur la TNT payante. Et donc, son but, ça va être de la passer en gratuite. Et puis, il y a aussi les chiffres des bénéfices qui baissent chaque année. Et il y a un autre chiffre, 700 millions d'euros, c'est le chiffre d'investissement. Les investissements, c'est important. On est à un tournant de l'histoire audiovisuelle où TF1 a une capacité d'investissement de 700 millions d'euros. Où vont-ils les placer? Voilà le grand défi de Gilles Pélisson. Et puis la polémique de la semaine, Rudy, ça se passe à France 2, on le sait. Monsieur Météo de France Télé veut sauver sa peau. Il lance désormais une pétition populaire après avoir été remercié pour ses prises de position sur le climat qui n'ont pas fait plaisir, dit-on, à l'Elysée. Oui, en tout cas, il a été convoqué pour un entretien préalable au licenciement. C'était mardi. Il a recueilli depuis 15 000 signatures. Alors effectivement, il est l'auteur d'un livre qui s'appelle Climat Investigation, un livre de climato-sceptique où il dit finalement que l'homme a peu de responsabilité dans le changement climatique. Une thèse évidemment qui ne plaît pas à l'Elysée à quelques jours, à quelques semaines de la COP21. Et donc on dit que son éviction est liée de très près à la main de l'Elysée sur France Télévisions. Et donc Philippe Verdier, avec le soutien des internautes, a décidé de se défendre et de défendre sa place en tant que directeur du service météo de France Télévisions, voilà, à suivre. Une pétition populaire. Et puis un tour en Grande-Bretagne également où une télé-réalité a fait scandale cette semaine. Ça se joue sur la BBC, les questions de viol. Oui, ça s'appelle Est-ce un viol? Le sexe en procès. Alors, ça va démarrer lundi, mais ça fait déjà énormément polémique. C'est sur la BBC 3. C'est plutôt adressé aux jeunes. Eh bien, il s'agit finalement, devant un panel de 24 adolescents ou jeunes hommes et jeunes femmes, de regarder un acte sexuel, faux, hein, évidemment, joué par des acteurs. Et à partir de cette scène, ils devront juger si oui ou non il y a eu consentement ou s'il y a eu viol. Alors évidemment, le programme peut paraître de très mauvais goût, mais la BBC se défend et invoque justement un traitement sensible. C'est un vrai problème chez les jeunes de savoir où est la frontière. Et donc on parle de but pédagogique et aussi de donner la parole aux victimes et de libérer la parole. Donc pour ce programme qui commencera lundi soir sur la BBC, je vous propose de regarder tout simplement la bande-annonce de cette télé-réalité qui fait scandale. Emergency, which service? I want to speak to the police. This guy I know, he did something. Do you understand the issues around consent? His life is going to be ruined for a misunderstanding. He is not innocent. She didn't say no. Have your say in the live vote. Breaking the Mold continues with Is This Rape? Sex on Trial. Voilà, des choses beaucoup plus légères et des fleurs dans l'actu en bref. Les catastrophes industrielles se suivent et se ressemblent pour Énergie 12. Après l'arrêt de l'Académie des Neufs de Benjamin Castaldi, la chaîne de la TNT a annoncé l'arrêt de Coup de jeune à Las Vegas. Les yeux font leur show. Avec seulement 68 000 téléspectateurs, la télé-réalité qui mettait en scène des sexagénaires n'a pas rencontré son public. Le Daily Mag, autre nouveau magazine quotidien, devrait lui aussi disparaître avant la fin du mois. 2 échecs de plus dans la refonte éditoriale de la chaîne, portée par Bruno Fallot et Vincent Broussard, qui seraient plus que jamais sur la sellette. Estelle Denis sur 2 chaînes à la fois. Alors qu'elle présentera dès le 16 novembre Touche pas à mon sport sur D8 en pré-access, l'animatrice sera en même temps sur NT1 avec la reprise du magazine Vie ma vie, dont 10 numéros avaient été enregistrés avant son transfert de TF1 à D8. NT1, petite sœur de TF1, est désormais à la recherche d'une nouvelle animatrice pour ce Vie ma vie version 2015. Après les pâtissiers, les hôteliers et les patrons de camping, TF1 va faire concourir les fleuristes. La Une va en effet adopter Born to Bloom, un programme hollandais qui voit s'affronter chaque semaine des fleuristes à travers leur création. Une façon pour TF1 de continuer à investir sur les programmes lifestyle.
Et toujours au chapitre médias, cette question, les séries télé françaises plaisent-elles aux Américains? C'était la question test au menu de la 3e édition de Direct to Series, un forum qui vient de se terminer à Los Angeles pour présenter le meilleur de la production française aux acheteurs des chaînes américaines. Autre objectif, convaincre les Américains de venir tourner en Île-de-France. Océane Nicole. Les séries françaises tentent une percée à l'autre bout de l'Atlantique. La 3e édition de Direct to Series s'est clôturée à Los Angeles. Le but de l'événement, présenter le meilleur de la production française aux acheteurs de chaînes américaines, mais aussi convaincre les Américains de venir tourner en région parisienne. L'objectif, c'est d'établir une relation de travail aussi étroite que possible avec les Américains, leur faire comprendre qu'il y a un très grand potentiel artistique, mais aussi industriel en France dans le domaine des séries, faire venir des projets américains de séries pour un tournage en Île-de-France avec tous ces talents français, et par ailleurs amener des Américains à financer des projets français de séries qui peuvent se tourner en Île-de-France de préférence. Les séries françaises ont longtemps rimé avec Julie Lescaut ou encore Navarro, mais la France a su rattraper son retard et se faire petit à petit une place dans la sphère hollywoodienne. Et pour cette nouvelle édition, c'est la série Versailles qui a fait sensation. La série française la plus chère de l'histoire, une super production à 3 millions d'euros, tournée dans le lieu le plus emblématique de l'histoire de France. La série a déjà été achetée par la BBC, une première pour une série française, mais l'objectif est bien de séduire les Américains. On sera dans une compétitivité bien meilleure par rapport à nos concurrents britanniques et allemands. Et on a par ailleurs une ressource en termes de décor, dont l'universalité, la puissance à l'image, dont la série Versailles va montrer à quel point elle peut avoir de l'impact. Tout cela va nous permettre d'accueillir beaucoup plus de tournages de séries. On est déjà à 1500 tournages en Île-de-France l'année dernière. Je pense qu'avec le nouveau crédit d'impôt, on peut aller vers une perspective de croissance de l'ordre de 20% en 2016. Mais la route est encore longue pour les Français. Les séries américaines comme Game of Thrones ou House of Cards continuent d'inonder le monde. Mais les séries Made in France ne perdent pas espoir. Allez, on parle d'art contemporain à présent. C'est notre rendez-vous d'art du vendredi avec vous, Marie Chek. Bonjour, merci d'être avec nous cette semaine. Vous nous parlez de Norbert Bisky. Voilà. Il n'est pas israélien, il est allemand, mais il est exposé en ce moment à Tel Aviv, à la galerie Givon. L'expo s'appelle Rue Levinsky. D'abord, un mot du peintre. Qui est-il ? C'est un artiste qui est né en 1970 dans l'Allemagne d'Est, et dont le père était un grand politicien, une famille communiste. Il a été imbibé de cette ambiance politique, je dirais. Et quand il a 9 ans, en 79, il voit le mur s'effondrer. Donc c'est un événement majeur de sa vie. Je pense que ça le dirigera beaucoup à créer aussi des œuvres politiques, que ce soit ici ou ailleurs. Donc il est très conscient. Le père sera même, on dira qu'il aura même appartenu au Stasi. Donc vraiment une famille hardcore, comme on dit en anglais. Et puis lui-même nous crée là des sortes de posters, mais c'est des peintures, hein, on est d'accord. C'est un grand peintre. Tout est peint. Tout est peint. Il a fait déjà une 50aine d'expos. Il a étudié chez un des plus grands artistes vivants allemands de l'école, dans une académie à Berlin d'Ouest. Donc il a traversé. En fait, c'est le premier. Son importance, à part le fait que ce soit un grand artiste, j'aimerais bien qu'on s'arrête là-dedans, devant cette image. En fait, son importance, c'est d'avoir osé passer de l'autre côté. C'était le premier artiste qui a fait ça, de l'Est à l'Ouest. Et là, vous voyez une bande d'hommes qui sont par terre. Ça a l'air presque imaginaire ou presque un cauchemar. Ouais. C'est une scène qu'il a vue. En fait, il est venu vivre ici pendant 3 mois l'année dernière. Il a échangé de studio avec un artiste israélien qui a vécu chez lui et qui lui aussi est en train de devenir une star à Berlin. Ouais. Et il a déambulé, comme il ne sait ni la langue, ni étant juif. Il a vu la scène Levinsky, c'est une rue populaire à Tel Aviv, du sud de Tel Aviv. Et il a vu autour de lui. Il ne dit aucun jugement. Il a vu et il a peint ce qu'il a vu. Et c'est pas toujours aussi dur de ce que l'on voit. Mais regardez les taches de couleurs magnifiques. Il nous transcende une ambiance, il nous transcende une angoisse, je dirais même. Ouais. C'est des gens qui ont les mains liées, attachées. C'est une très 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 belle peinture, toute petite, vous voyez, 50 sur 70. Mais c'est ça sa force, c'est de transmettre un autre état d'âme que la peinture elle-même. Imbibé, encore une fois, de la
de la peinture du social realism dont il a vu, c'était tous des posters de propagande, et il a mêlé son genre à lui. Donc voilà, on va passer à d'autres images. Voilà, on voit beaucoup ces scènes un peu partout dans le monde. Là, je reviens de New York, on ne voit que ça. Et voilà, un matelas. J'aimerais faire un jour une expo sur l'histoire des matelas, dehors et dedans. Elle est longue, hélas. Et là, vous voyez qu'il y a comme une géographie, une topographie de territoire. Vous voyez la petite kippa sur la tête du monsieur, donc il est un religieux. Et on ne voit pas son visage, mais on peut s'imaginer son état d'âme. Et là, on voit à gauche un beau mec, on ne sait pas s'il est asiatique ou local, mais le beau macho israélien dont on en parle souvent. Et à droite, le religieux, le soldat. Et au milieu, c'est la maison du Bauhaus. Donc il y a tout un mélange culturel dans ces peintures. La carte, encore une fois. Les frontières problématiques d'Israël aussi, donc très politique. Là, il y a tout. Il y a un peu tout ce qu'on est, et tout comment on vit, comment on gère dans la ville blanche. Et puis là, il y a une sorte d'arbre. On se dit, on doit être à Eilat ou on doit être à Jéricho, mais non, c'est en plein Levinsky. Il y a cet arbre, c'est un dattier, je crois, et qui n'a plus d'âme, quoi. Il has been, mais il dénote dans ce qu'on voit. Et puis là, regardez l'arbre, là encore, dénudé, avec une montre. Je ne sais pas comment il a appris les lettres hébraïques. Vous voyez, la montre, elle a des lettres hébraïques. Donc, c'est comme si que le temps en Israël était différent de 1, 2, 3, 4. Alors, un réalisme social, on voit un engagement politique qui contraste peut-être avec la naïveté des couleurs aussi. Tout à fait. Ça fait très américain. On se croirait à Los Angeles. C'est vraiment magnifique. Et il a adoré venir ici. Et nous, on a adoré avoir son partenaire là-bas, et ben voilà, allez la voir. Galerie Givon à Tel Aviv. Norbert Bisky, merci Marie. Allez, on parle cinéma à présent avec notre recommandation du week-end. Laetitia, le film s'appelle Lobster, en anglais, le homard en français. Drôle de film, un peu loufoque. Oui, tout à fait. Il conserve son titre anglais. The Lobster, c'est ma recommandation du week-end. C'est un film qui est complètement délirant, dont le pitch ne va pas manquer de vous étonner. On est dans le monde où le célibat est banni et où on est finalement obligé de trouver l'âme sœur sous peine d'être transformé en animal de son choix. Quel animal seriez-vous si vous deviez vous réincarner en animal ? Peut-être un labrador. et vous, Marie ? Un chat. Un chat ? Alors voilà, David, le personnage principal de ce film, lui souhaiterait poursuivre sa vie en homard. Pourquoi pas, c'est original. Tout le monde espère évidemment devenir chien ou chat, mais bientôt, David va rejoindre un groupe de résistants prêts à mourir pour rester seul. Regardons l'image. Have you ever been on your own before? No, never. Your last relationship lasted how many years? 12. Sexual preference? Women? Any children? No. And the dog? This is my brother. He was here a couple of years ago, but he didn't make it. Good morning. 44 days left. Breakfast is served. As you understand from your brother's experience, If you fail to fall in love with someone during your stay here, you'll turn into an animal. Would you like to dance? Mind if I join you? Today you became erect quicker than on other days. That's good. Please, just a little longer. Donc voilà, c'est une comédie avec des scènes complètement barrées. Elles sont à mourir de rire, mais c'est une comédie noire dans le sens où bien les paraboles surréalistes permettent à ce réalisateur grec, son nom c'est Yorgos Lanthimos, de dénoncer des mondes complètement désincarnés. Ce réalisateur, donc Yorgos Lanthimos, c'est le cinéaste de l'étrange. On connaissait son film précédent qui s'appelait Alps et qui racontait là une société secrète qui proposait un service inédit de remplacer physiquement une personne décédée auprès de son entourage pour soulager son deuil. C'est un cynisme morbide, je vous l'accorde, mais cette fois-ci, avec The Lobster, eh bien, on rit très souvent, et puis on rit franchement d'une galerie de personnages qui est complètement asociale et qui sont malheureusement super drôles. Le film a d'ailleurs remporté le prix du jury au Festival de Cannes. Il faut absolument aller le voir ce week-end. Voilà. C'est votre recommandation du vendredi
Merci à vous d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, un nouveau point complet sur l'actu. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Portez-vous bien.